le troisième exposé, pour terminer, ce sont deux chevilles ouvrières du projet SenseCare qui vont vous parler de la prise en charge et des problématiques pluridisciplinaires d'accompagnement. Nous aurons le docteur Françoise Denis, qui a une longue expérience comme médecin du travail d'une part, mais qui à l'heure actuelle est notre médecin de référence pour les centres SenseCare, et donc qui aborde toute la partie médicale de la prise en charge, puisque vous allez le voir, c'est un domaine qui est important. Et Laurence Goraille, qui est project manager sur le projet SenseCare, mais qui est d'abord et avant tout aussi praticienne, et donc et qui est psychologue spécialisée dans la prise en charge du burn-out déjà depuis pas mal d'années. Et donc, elles vous exposeront toutes les deux la manière dont nous menons ces prises en charge du burn-out sur le plan à la fois de l'encadrement, de la méthodologie, donc des contenus, des outils et de l'approche globale par rapport à ceci. On va rapidement replanter un tout petit peu le décor parce que finalement, on parle beaucoup de burn-out et peut-être trop de burn-out. C'est un terme qui est mis à toutes les sauces. Un peu comme la pleine conscience, et donc on se voulait quand même repartir de la définition. Donc on en parle, en fait ça a été, on a commencé à en parler dans les années 80. Je me souviens que j'étais médecin du travail, notamment dans le secteur hospitalier, et donc là on commençait à décrire des cas de burn-out parmi le personnel soignant. Et puis maintenant évidemment ça s'est étendu. Et donc c'est Madame Maslach qui a donné la première définition en 76. Donc c'est un syndrome de détresse psychologique intense, toujours lié au travail et causé par un stress prolongé et excessif, donc un stress chronique. C'est pas parce qu'on est un peu stressé de temps en temps qu'on est en burn-out. Et en général, les gens qui sont en burn-out ne disent pas eux-mêmes qu'ils sont en burn-out. C'est souvent un proche, c'est l'entourage professionnel ou privé qui à un moment donné se rend compte qu'il y a un changement qui se passe. Et donc il y a trois axes principaux. Il y a d'abord un épuisement majeur, catastrophique quand on est vraiment en burn-out, épuisement émotionnel, physique et psychique, donc c'est vraiment le sentiment d'être vidé. Diminution d'énergie, mais pas simplement comme être fatigué le soir quand vous rentrez après une grosse journée, c'est pour certains ne plus savoir se lever un matin. Des ressources émotionnelles épuisées, le sentiment de ne plus savoir se donner non plus sur le plan professionnel. Deuxième axe très important, c'est la dépersonnalisation, on en a déjà parlé tout à l'heure, et donc une certaine prise de distance, un cynisme, donc ça a été décrit dans le monde hospitalier notamment. Ce sont des médecins, des soignants qui traitent leurs patients comme des numéros, mais quelque part c'est un moyen de défense. Troisième axe, diminution de l'accomplissement personnel, donc on ne voit que le côté négatif de soi-même. On a une auto-évaluation complètement négative, le sentiment de ne plus être à la hauteur. Et donc, selon les personnes, ces trois axes sont plus ou moins accentués, ça dépend un petit peu des cas. Donc, on ne va pas tout passer ici en revue, donc ça fait partie notamment des formations que l'on donne. Mais donc, dans le burn-out, on a une symptomatologie physique qui est surtout axée sur la fatigue, les troubles du sommeil et les troubles musculo-squelettiques. C'est souvent des voies d'entrée dans la pathologie. Et ensuite, ce sont des symptômes assez peu spécifiques, mais qui, mis les uns avec les autres, doivent attirer l'attention. Au niveau émotionnel, donc c'est l'impatience, l'irritabilité, une sensibilité accrue, on prend tout pour soi. Et on a une perte d'empathie, une perte d'humour. Les signes comportementaux, donc là, on observe un isolement, certaines addictions, donc ça peut être des addictions à l'alcool, mais ça peut être aussi à des jeux ou au travail aussi, hein, parce qu'à un moment donné, ou dans le pré-burnout, on est vraiment, on tourne à 200%, et ce sont des gens qui lisent leurs mails jusqu'à minuit et qui recommencent à travailler à 5 heures. Déshumanisation de la relation, rumination, on en a parlé aussi. Et des signes cognitifs, donc là, perte de concentration, perte de mémoire. Donc les gens qui sont en burn-out, ils n'arrivent même plus à lire un roman policier, ils n'arrivent même plus parfois à lire une revue tout à fait banale. Alors quand vous voyez les symptômes physiques ou émotionnels, vous vous dites
mince, mais j'en ai quelques-uns. Ah, au secours, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire pour autant que moi je suis en burn-out? Non, pas forcément. Qu'est-ce qui fait que vous allez tomber en burn-out ou pas? Ça va dépendre de toute une série de facteurs qui vont être en place dans votre vie. Alors, quels sont ces facteurs? On a en fait 3 grandes familles de facteurs qui peuvent intervenir justement dans le fait que vous allez développer un burn-out ou pas. Les facteurs collectifs et organisationnels, ce sont les facteurs qui sont liés à votre travail, à votre sphère de travail et à l'organisation dans laquelle vous êtes. Et donc, pour n'en citer que quelques-uns, parce qu'il y en a mais vraiment une panoplie de facteurs à risque, j'ai envie de dire, ça dépend fortement de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Pour n'en citer quelques-uns qu'on retrouve de manière récurrente, ça peut être le manque de personnel. Vous savez aujourd'hui qu'on a de plus en plus de restrictions budgétaires, on coupe dans les fonctions et les personnes doivent rester avec des personnes qui sont licenciées à se retrouver à refaire le travail de leurs voisins. Et donc avec une charge de travail qui est donc plus importante. Mais aussi un stress, une pression beaucoup plus forte parce que les deadlines sont parfois très très courts, avec des objectifs parfois irréalistes, ou en tout cas on ne met peut-être pas les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser ces objectifs dans un deadline adéquat. Ça peut être aussi un facteur toujours professionnel lié aux relations interpersonnelles qui sont difficiles, des conflits avec les collègues ou au contraire avec le boss avec qui ça ne va pas. Alors pour reprendre justement cette idée de management, on a parfois effectivement des managers qui sont experts, propulsés dans ce rôle de manager et qui ne se sentent pas du tout en adéquation avec cette fonction-là, parce qu'ils sont d'abord experts et qu'ils ne savent pas comment mener toute une équipe vers la performance ou mener toute une équipe vers même la gestion de l'équipe en elle-même est pour eux une grande difficulté. Tous ces facteurs-là peuvent être des facteurs qui vont favoriser le burn-out, parce que ce sont des facteurs qui épuisent littéralement. Ça, c'est pour le côté organisationnel. Je le fais court parce qu'on pourrait en faire certainement une demi-heure, voire une demi-journée de débat rien que sur les facteurs organisationnels. À côté de ça, vous avez en fait les facteurs individuels qui sont en fait multiples. Donc, quand vous regardez la personne à proprement parler, vous avez toute une série de piliers qu'il y a autour d'elle et qui sont ou bien des ressources ou bien des facteurs de stress. La sphère professionnelle, ça peut être une grande source de stress, mais ça peut être aussi une très grande source d'énergie quand on est dans la bonne place, quand avec les bonnes compétences, ça peut vraiment être une réelle source d'énergie. Tout ce qui est alimentation, on a à travers l'alimentation, ça nous donne de l'énergie aussi. Si vous allez manger au fast-food tous les jours, désolé, mais vous allez être juste fatigué parce que vous allez manger énormément de graisse et de sucre, ce qui n'est pas bon pour nous. À la fois, si vous prenez un petit déjeuner, comme le disait Françoise, on va tester votre capacité à tenir jusqu'au bout de l'exposé. Si vous avez bien mangé ce matin, vous aurez toutes les ressources nécessaires pour rester en énergie jusqu'à la fin de notre exposé. On va voir. À côté de ça, vous avez tout ce qui est situation financière. Pour certains, elle peut être problématique et donc elle peut effectivement être source de stress. À côté de ça, on a la situation familiale. En général, tout va bien. Parfois, il se peut que dans notre vie, on ait une passade difficile dans la situation de couple, ou avec un enfant, ou bien avec nos parents, en fonction de l'âge qu'on a, évidemment. À côté de ça, on a aussi notre vie sociale. Notre situation sociale, elle est à la fois aussi ou bien une source de stress, ou bien, j'ai envie de dire, une ressource d'énergie. Si vous voyez vos amis, que vous sortez, que vous allez voir au théâtre, que vous sortez pour voir des gens, ça va vous redonner de l'énergie. Si par contre, vous ne voyez plus personne, ça devient stressant, vous n'êtes focalisé que sur votre travail, là ça peut être problématique. Vous avez aussi tous les événements de vie qui peuvent être potentiellement stressants, heureux ou pas. Ça peut être un décès qui est excessivement stressant, mais ça peut être aussi un mariage ou la naissance. Alors la naissance d'un premier enfant qui arrive, c'est un événement à la fois joyeux mais excessivement stressant. À côté de ça, vous avez la situation physique. Si vous restez avec tous ces piliers sans jamais bouger, à un moment donné, physiquement, votre corps va aussi commencer à se détériorer. On a d'ailleurs cette grande mode maintenant avec toutes les montres Fitbit qui va commencer à calculer le nombre de pas que vous faites sur la journée. Et c'est vraiment, dans ce sens-là, assez positif parce qu'on vous oblige quelque part à rebouger. Et vous avez ce fameux pilier des nouvelles technologies qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça finalement, 10, 15, 20 ans avec l'arrivée d'Internet, l'arrivée de nos PC, de nos portables. Waouh, génial! Ou peut-être pas. À la fois, c'est super, ça nous donne effectivement énormément d'informations qu'on n'avait pas avant. Et il faut pourtant savoir gérer ça d'une manière équilibrée, sinon on peut être très vite esclave de ces nouvelles technologies. Donc,
ces piliers-là peuvent être à la fois des ressources et à la fois des stress. À côté de ça, on a, je vais passer juste ces slides-là pour directement arriver au profil à risque. On a en fait ce qui est intrinsèque à la personne aussi comme facteur de risque. C'est-à-dire qu'on a certains profils de personnes qui vont être plus enclins à pouvoir avoir un burn-out que d'autres. Et dans ces personnes-là, on a en fait des personnes qui sont principalement investies à du 200% dans leur entreprise. Elles vont considérer leur travail comme étant leur société, c'est toute leur vie. Et donc, elles vont travailler des soirées entières, des week-ends entiers pour être sûres que le travail soit fait. Et quand je dis que le travail doit être fait, en fait, il doit être pour ces personnes-là vraiment bien fait. Il y a un souci, une conscience professionnelle qui est vraiment très grande, avec un grand sens des responsabilités. Et ces personnes-là, elles veulent que le travail soit bien fait, mais elles ont aussi un côté sauveur. Et donc, elles vont, quand vous avez un client qui vous appelle la veille pour vous dire « Ah, j'ai besoin de quelque chose le lendemain », ces personnes-là, elles vont tout faire pour que ce client soit satisfait. Comme si la vie de ce client en dépendait. Mais idem je parle par exemple pour un médecin, il a son agenda qui est full toute la semaine, mais vous pouvez être sûr que par souci de vouloir aider cette personne-là, il va parvenir à caser cette personne-là malgré son agenda full. Et c'est comme ça qu'on en arrive à avoir des surcharges de travail également. Et donc, ce n'est pas forcément des gens qui ne sont pas assez assertifs, mais ce sont des gens aussi qui, par amour pour leur travail et aussi par amour de l'autre, à un moment donné, vont vouloir justement en faire plus. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va tomber en burn-out ou pas ? À un moment donné, toutes ces sphères-là, tant qu'elles sont des ressources et pas des stresseurs, vous allez pouvoir tenir la route. Et donc, même si votre travail est stressant et même si, effectivement, vous allez avoir une grande fatigue parce que vous rencontrez tous les facteurs de risque que j'ai pu citer au niveau professionnel, tant que vous avez tous ces piliers ressources à côté, vous avez de fortes chances de ne pas tomber en burn-out. Et même parfois, au sein de la sphère du travail, vous avez quelques piliers ressources. Par exemple, vous avez un excellent manager qui vous reconnaît clairement, régulièrement dans votre travail et qui fait que vous allez pouvoir tenir jusqu'à la pension. Mais à un moment donné, si dans les piliers ressources, vous en avez quelques-uns qui s'effondrent, à ce moment-là, la descente vers le burn-out peut être vraiment rapide. Imaginons par exemple que dans votre situation familiale, vous avez un adolescent qui fugue ou une séparation. Là, vous êtes d'autant plus stressé au niveau privé qu'au niveau professionnel. Et là, ça peut être vraiment une descente plus rapide, j'ai envie de dire, au niveau du burn-out. Idem pour les nouvelles technologies, vous devenez esclave de ça, à vouloir être connecté non-stop les week-ends et le soir. Ou encore, vous venez de changer de patron. Tout au niveau privé se passe très bien, mais le changement de patron fait qu'à un moment donné, vous êtes avec quelqu'un qui ne vous correspond pas du tout. Et à ce moment-là, c'est la voie vers le burn-out. Certaines professions peuvent être effectivement plus touchées que d'autres. Celles qui demandent notamment d'avoir une flamme, on pense surtout aux médecins, parce que c'est quand même chez eux qu'on a découvert le burn-out en premier. On a aussi des fonctions où les relations, toutes les relations avec les personnes sont en fait fondamentales. Et en même temps, on a certaines professions où il y a le stress est vraiment majeur, notamment les cadres. Bon, maintenant, je relativise aussi, parce qu'on a vu aussi qu'il y a beaucoup de fonctions d'employés, sans être cadre ou même médecin, qui sont fortement touchés par le burn-out. Mais on pourra en rediscuter par la suite. Voilà, et donc par rapport à cette problématique, SenseCare a été créé. Donc, très très rapidement, donc, le CESI est au départ un service externe de prévention. On a créé le groupe CESI parce que dans le cadre strictement légal du service externe, on était dans des impasses pour certaines choses. On faisait les diagnostics et on ne pouvait pas aller plus loin. On ne pouvait pas traiter, en très résumé. Donc, le CESI a racheté une société qui s'appelle One Management, est devenu le groupe CESI. Et donc, SenseCare est l'exemple type d'un produit qui est développé surtout au sein de One Management, mais qui a aussi un pied vers le service externe, surtout au niveau de la prévention, qui est quand même le cœur de notre métier. Donc, on va de la prévention à la prise en charge. Et c'est un service B2B, donc c'est un service qui est offert à l'entreprise y souscrit et nous envoie alors les travailleurs qui sont en burn-out. Donc, tous les travailleurs sont concernés et donc depuis 2014, l'arrêté royal qui demande de faire l'analyse des risques psychosociaux nomme
le mot burn-out apparaît pour la première fois dans l'arrêté royal, surtout pour demander aux employeurs de faire de la prévention en termes de burn-out et l'analyse de risque. Et donc, nous pouvons proposer aux entreprises le premier pavé qui est de la prévention. Là, on fait des campagnes d'information, de sensibilisation ciblées. Et donc, on donne des formations soit aux cadres, soit aux services ressources humaines, aussi aux travailleurs. Et donc, on fait des ateliers thématiques interactifs par groupe. Cette partie-là, prévention, peut aussi être prestée dans le cadre du service externe par nos conseillers en prévention aspects psychosociaux qui ont reçu une formation ad hoc. Et donc, pour les entreprises que vous représentez peut-être ici affiliées au CESI, ça peut potentiellement faire partie de ce qu'on appelle les unités de prévention. Voilà. Donc ça, Roland van der Meulen, qui est ici, peut vous donner plus d'informations à ce sujet. Deuxième volet important, le dépistage, qui n'est pas chose aisée. Il faut faire le diagnostic différentiel entre, par exemple, dépression et burn-out. Et donc là, nous avons une approche médico-psychologique, c'est-à-dire que la personne passe 1 heure d'entretien chez le ou la psychologue, 1 heure d'entretien chez le médecin, et nous croisons ensuite nos regards. Puisque quelque part, le diagnostic est un diagnostic d'exclusion, un diagnostic qui reste médical. Il faut évidemment éliminer toute possibilité de pathologie organique ou autre. On peut être très fatigué parce qu'on a un cancer, un problème thyroïdien, etc. On peut aussi aider à mettre en place au sein des entreprises des cellules de diagnostic. Et donc là, nos psychologues, Laurence en a l'expérience, peut mettre en place au sein de l'entreprise ce genre de cellules pour aider à dépister et à diagnostiquer éventuellement, pas aller jusqu'au diagnostic, mais à dépister les premières phases du burn-out. Prise en charge, ça, je laisse la parole à Laurence. Dans le cadre de Sensecare, on a pensé à 4 prises en charge. Les 2 premières prises en charge, donc on a Energy Balance et Energy Care, ce sont des prises en charge en fait, qui vont être là principalement dans les premières phases du burn-out. Et elles vont être données en tout cas par un psychologue, un coach, qui va pouvoir accompagner la personne par rapport à ses premiers symptômes. Les 2 autres prises en charge, Back on Track et Deep Breath, elles vont se faire au sein de notre centre Sensecare. Alors on en a 2 qui sont vraiment bien installés, un à Bruxelles et un à Gand. Dans le long terme, on aimerait vraiment avoir plusieurs centres en fait, dans les grosses villes de la Belgique. Et potentiellement, comme on n'a pas encore des centres partout, on a développé Energy Care pour que la personne qui se trouve dans le Hainaut et qui ne sache pas se déplacer jusqu'à Bruxelles puisse vraiment pouvoir bénéficier quand même d'une prise en charge par un psychologue, même si son état de burn-out n'est pas juste aux simples prémices. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Donc le Energy Balance, en fait, ça concerne les personnes qui ont les premiers signes du burn-out. Les premiers signes du burn-out, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment, j'ai envie de dire, juste les premières prémices, les troubles musculo-squelettiques, les troubles du sommeil. Et là, la personne, en fait, elle fonctionne très bien en entreprise. Et donc, on envoie un coach dans votre entreprise pour que le coach puisse travailler avec cette personne-là, la gestion du temps, la gestion des priorités, et le tout se fait en 6 séances d'1h30. À côté de ça, vous avez donc l'Energy Care. La personne est un petit peu plus loin dans ses symptômes, c'est-à-dire qu'on voit des changements émotionnels, des changements de comportement, mais là, la personne va pouvoir bénéficier d'une aide dans la région dans laquelle elle se trouve. On va lui trouver un psychologue où elle va pouvoir avoir 12 heures de prise en charge par un psychologue clinicien. On fait très attention à ce que dans notre centre, les personnes qui sont chez nous soient des psychologues cliniciens. Et en tout cas, qu'ils aient tous une bonne expérience du burn-out. Donc ils doivent avoir déjà pratiqué avec des personnes en burn-out. Par rapport à Back on Track, on est dans un step plus loin par rapport au burn-out. La personne est vraiment en difficulté émotionnelle, en difficulté par rapport à son comportement en entreprise. On remarque des soucis de performance, ça va avec des oublis, ça va avec des problèmes de distraction, de concentration des tâches qui ne sont pas effectuées parce qu'elles ont été oubliées ou elles sont mal effectuées. Et dans ce contexte-là, la personne, on lui propose une prise en charge de 15 heures multidisciplinaire, dans laquelle la personne va venir dans notre centre. Elle aura le diagnostic médico-psy, mais elle aura aussi un suivi psychologique, un suivi kiné,
un suivi par tout un médecin, un médecin certainement, mais aussi un diététicien nutritionniste. Donc on a une palette d'intervenants qui vont aider la personne, pas seulement au niveau psychologique, pas seulement au niveau médical, mais au-delà de ça. Et c'est 15 heures de prise en charge. Quand on est dans le cas de Deep Breath, la personne en fait est encore plus loin dans son burn-out, elle est presque en fait à l'arrêt de travail, et pour certains, on en a qui sont arrêtés. On a certaines entreprises qui nous envoient des personnes qui sont en arrêt de travail. Là, elles ont 22 heures de prise en charge. Et là, c'est le même programme pour que Back on Track, à part qu'il y a en plus du soutien social, donc une assistance sociale qui intervient. Imaginons un cas d'endettement ou un problème familial important. À côté de ça, on a aussi la possibilité d'avoir un coach pour éventuellement une orientation de carrière. Et aussi la possibilité de toucher à tout ce qui est yoga, mindfulness. Et quand je dis toucher à, c'est dans l'idée de tester ces ressources qui sont potentiellement des sources d'énergie pour la personne. J'allais dire quelque chose et j'ai oublié ma phrase. Oui, très important. Quand vous nous envoyez quelqu'un qui est dans le Deep Breath, en fait, il faut savoir que statistiquement parlant, 75% des gens qui sont en arrêt de travail depuis plusieurs mois changent de fonction et d'entreprise. Ça, c'est ce que disent les statistiques des études. Donc, si vous voulez, il se peut très bien que vous nous envoyiez quelqu'un dans un cas de Deep Breath, mais on ne peut pas vous garantir que la personne va retourner dans la même fonction et ou dans la même entreprise. Et ça, c'est vraiment à discuter avec vous. Voilà pour l'approche SenseCare. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à nous challenger maintenant.